Vendredi 28 février 2020, la librairie Ombre Blanche recevait le romancier et enseignant de l'histoire du cinéma et des arts, Stéphane Audegui, à l'occasion de la parution de son roman Histoire d'amour aux éditions du Seuil. Bonne écoute. What is that overstated in the castle? Atmosphère, donc, bah oui, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci, bonjour à vous. Merci à Stéphane Audegui d'être là, qui nous vient pour Histoire d'amour, qui est publié au Seuil. Je suis désolé, j'ai même pas pris. Bon, moi j'ai ma copie de travail, hein, j'avais pas percuté. Donc, autant entrer dans le vif du sujet, si tant est que. Enfin bon, donc je disais, j'ai l'habitude de dire que vous êtes un peu le maître du dérapage contrôlé, hein, pas du lapsus ou des choses comme ça, mais ces moments où ça glisse, et vous avez fait plusieurs fois le coup dans vos romans précédents d'avoir dès la deuxième page des digressions, des choses comme ça qui nous amenaient loin, ou des personnages qui partent d'un endroit et se retrouvent à des endroits complètement imprévus. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez vous. Et là, on apprend au début du roman, très très rapidement, pas de divulgachage, pas de spoil non plus pour ceux qui parlent. Hein. On apprend très rapidement qu'il y a eu un attentat dont on soupçonne qu'il est très grave à Paris. Mais en fait, c'est pas de ça qu'on va parler, si ce n'est très indirectement. Et ça dérape immédiatement, puisque... c'est l'histoire de protagoniste de cet attentat qui est en jeu, celle de Vincent. Et Vincent va se mettre à passer de vie en vie, un peu comme dans un roman de science-fiction ou d'heroic fantasy. Non, là je plaisante, franchement. Et se retrouver, nous nous retrouvons assistés à des vies de Vincent qui n'est pas que Vincent, qui dans la première instance va être Actéon, le personnage des personnages des Métamorphoses d'Ovide. Et tout ce livre est placé un peu sous, pas tout à fait tout, mais une grande partie de l'inspiration de ce livre vient visiblement des métamorphoses d'Ovide. D'où ma première question. On va y arriver. C'est un peu un livre des mutations, un livre du changement, puisqu'on va suivre la vraie vie, entre guillemets, de Vincent depuis sa naissance. Mais c'est aussi toutes les transformations qu'il subit en rêve ou dans une autre réalité. Et ces transformations sont elles-mêmes des sujets de transformation. Ce n'est pas une question. Non, c'est pas une question. Ah oui, j'avais pas compris ce que vous vouliez dire par dérapage. Mais alors... Le dérapage, c'est quand je trouve que vous êtes très très fort là-dedans, c'est quand l'impulsion qui est donnée à quelque chose, le fait aller dans une direction différente parce qu'il y a un tout petit accident qui se produit. Alors ce petit accident, on peut du coup le rattacher à Lucrèce, puisque au fond, il y a dans Lucrèce. Je crois que je me suis arrangé à mettre le livre de Lucrèce dans tous mes romans. Il y a toujours un gars qui a un exemplaire de Lucrèce, une espèce de caméo Hitchcockien. Et alors, on peut rattacher ça à Lucrèce parce que dans Lucrèce, comme vous savez, il y a une théorie qui s'appelle le clinamen, qui est l'idée que l'événement ou même le monde est la résultante d'une espèce de déviation que Lucrèce appelle le clinamen. Et donc, moi, j'aime bien les tangentes à des cercles. Et je pense que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire des gens qui prennent la tangente, ou des gens qui sont ou qui touchent au champ social par un seul point. Voilà. Ou qui... oui, je ne suis pas tellement de l'ordre du réseau social, ça je reconnais que... Et j'aime bien les embarder aussi, j'aime bien raconter enfin, de toute façon, des personnages vivants, enfin, des gens vivants, c'est des gens qui changent. Et les métamorphoses sont des choses très, très belles pour ça. Je pense qu'il y a des... Ouais, on me dit, ce personnage a des tas de vies, etc. Bah, comme tout le monde.
Même, je dirais que c'est pas par exemple lire un livre, c'est ajouter un monde au sien, donc c'est se peupler de plus en plus. La culture, c'est l'ensemble des fantômes qui nous peuplent. Voilà, donc oui, c'est un état naturel pour moi. Et au départ, je croyais que vous alliez me dire, à chaque fois que vous faites un livre, alors il y a des écrivains très respectables hein, qui font qu'une seule maison, ils rajoutent une pièce tous les ans. Bon, enfin, formidable. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de changer à chaque fois. À chaque fois, c'est bien ce bruitage. J'aime bien. On va faire ça à chaque fois, à chaque question. Voilà, je sais. Une espèce d'art du contre-pied, en fait, quand quelque chose semble aller dans un endroit. Pour un personnage, par exemple, il y a presque, j'allais dire, il faut, mais en tout cas, je ne sais pas s'il faut vraiment, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que finalement, il va subir une petite impulsion contraire et puis se retrouver dans un endroit où lui ne s'attendait pas de se retrouver. Et nous-mêmes, lecteurs, ne nous attendions pas à ce qu'il aille. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, effectivement, dans vos livres. D'un livre à l'autre, il y a souvent des contre-pieds assez impressionnant, je pense, de passer de la théorie des nuages à la biographie, à la fausse autobiographie de Jean-Jacques Rousseau, du frère de Jean-Jacques Rousseau, pardon. Oui. C'était quand même, sinon un contre-pied, à tous les mois, un grand écart. Oui, il faut décevoir son éditeur. Non, parce qu'au fond, non, mais il y a une entropie sociale que je trouve atroce, c'est que si vous faites quelque chose, on vous demande de le refaire. Quelque part. Et donc moi, effectivement, mais je pense en plus, pour l'anecdote, hein, quand on a publié mon premier roman, j'avais déjà fini le deuxième, et je l'avais écrit dans le temps où, enfin bref, parce que j'aime bien me déplacer comme ça et pas être où on pourrait m'attendre. Et alors, bon, mais ça c'est pas intéressant, c'est l'histoire d'écrivain, c'est pas... Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'en revanche, c'est qu'à chaque fois, je m'intéresse à des questions de singularité. Et alors, oui, entre la vie de Jean-Jacques Rousseau, qui était le thème de mon deuxième roman, et les nuages, il n'y a aucun rapport, sinon que, dans les deux cas, m'intéressait quelque chose qui était le singulier. Le nuage me fascinait parce que je me dis, philosophiquement, qu'il n'y a pas eu deux nuages dans l'histoire des nuages qui sont identiques. C'est un système clos et qui en même temps produit de l'événement. C'est une théorie comme une autre, mais en fait, je crois que ça se défend, l'idée qu'il n'y a pas de nuages pareils. Et Rousseau, qui m'exaspère, comme il exaspère beaucoup de gens, mais que j'admire évidemment, est l'auteur qui invente quelque chose sur lequel on vit encore, qui serait une singularité. La nature a brisé le moule dans lequel Jean-Jacques a été fait. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose là de très intéressant philosophiquement. Et je pense que je pourrais rattacher tout ce que j'ai fait, en faisant un effort, que je ne ferai pas, à cette question de l'individu singulier. Par exemple, dans mon roman sur Rousseau, il y a Sade, qui a très mauvaise presse, bien sûr. Et bien, Sade m'intéresse parce que Sade a identifié... Il y a chez Sade une espèce d'idée folle qui est que comme je dis dans ce roman-là, d'ailleurs, qui est une citation donc de Desnos, je crois, que l'érotique est une science individuelle. C'est Desnos qui dit l'érotique est une science individuelle, c'est ça. Et que donc chaque personne, du moins quand elle se libère d'un certain nombre de forces qui tend à nous faire ressembler à tout le monde, chaque personne est non peut-être pas unique, mais singulière, voilà, c'est ça. Et donc les nuages m'intéressent pour cette raison. Et donc quelqu'un qui se passionne pour les nuages et qui déserte sa position sociale. Rousseau, c'est évident que c'est un déserteur. Enfin, c'est des confessions, il s'en va.
quand il veut revenir en ville, les portes sont fermées. Et donc le frère de Rousseau, c'était une tangente par rapport à Rousseau, ça m'intéressait. Puis après, je sais plus, il y a plein de cas où je me suis intéressé à ça, quoi. Je trouve ça très, très émouvant. Et donc alors c'est un roman dans lequel tous les personnages sont liés aux autres, mais chacun selon une espèce de singularité, quoi. Je sais pas, il y a des... Par exemple, je raconte une histoire qui historiquement avérée de quand il y avait à l'époque des grandes explorations type Colomb, disons, type Christophe Colomb. Les Portugais embarquent sur des navires et ils prennent avec eux ce qu'on appelait des degredados, des gens qui sont condamnés juridiquement, pénalement par quelqu'un à Lisbonne, et on leur dit en gros, voilà, soit tu croupis dans une cellule, soit tu acceptes de monter sur ce bateau pour servir de personnel et aller sur les côtes du Brésil, mettons. Ces personnages vraiment déchus socialement m'intéressent. Voilà. Ils m'intéressent comme... parce que et ce sont des gens qui, du coup, tous mes personnages essaient d'échapper à des déterminismes. Et alors, ce d'autant plus que Nino, le dégrédado sur lequel vous vous attachez particulièrement, lui, il a été déclassé, déchu parce que juif, et parce que juif. Sauf que ce que ne savent pas les gens qui le condamnent, c'est qu'il n'est même pas juif, en fait. Et c'est un juif apostat. Il déteste sa propre culture. Donc vous jouez encore sur encore un écart, encore une tangente, c'est-à-dire c'est une tangente à laquelle on applique une tangente presque. Oui, oui. C'est le juif, c'est le juif que les juifs détestent. Mais comme Spinoza, un grand personnage, un grand héros vous savez que Spinoza a été hérem, c'est-à-dire il a été vraiment condamné. Ah oui, d'ailleurs ça me revient, en fait, la condamnation par les juifs dans le roman vient de Spinoza. Enfin, c'est le texte... les Juifs ont excommunié, si j'ose dire, Spinoza, parce que... Et donc il y avait toute une série de malédictions absolument effrayantes, quoi. Et oui, ça c'est des choses, des gens qui m'intéressent. Du coup, je pense à Chiron aussi, qui dans un roman plus classique serait une figure de altérité, puisqu'il est un centaure, qui a très peu de centaures. Et en fait, vous faites bien comprendre qu'il est un centaure à part parmi les centaures encore, puisque lui, en plus, il a l'éternité et il ne fait pas partie de la race des centaures, quelque part. Vous êtes allé chercher un non-humain qui est une classe particulière de non-humanité, puisqu'il n'appartient même pas à sa classe. Oui, c'est des choses qui me... Dans cette époque dominée, parce que je pense que tout ça, c'est aussi une réaction au temps dans lequel on écrit. Évidemment, Chiron, ça a l'air un peu lointain par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. Mais je pense que dans cette époque qui m'a l'air extrêmement marquée au sceau de l'appartenance, où il faudrait être à tout moment non seulement soi-même, mais l'ensemble des déterminations dans lesquelles on veut nous enfermer, où on demanderait aux gens qui ont des préférences sexuelles de tel type de dire à tout moment qu'ils sont gays, de se promener avec des petits drapeaux. Il y a un moment où les identités me semblent dominées par l'idée d'une espèce de grégarité quand même. On fait partie de tel groupe, de tel autre, de tel machin. Avec une espèce de... Alors, avec des effets étranges, parce qu'évidemment, il faut toujours rajouter une lettre au sigle. On est dans le LGBT, mais évidemment, le T, ça ne suffit pas. Donc, il faut être dans la LGBTI. Mais ça ne suffit pas. Alors, il faut mettre LGBTI+. Il faudrait... Enfin, tout ça, toute cette chose qu'on nous présente assez complaisamment comme une espèce de progrès social, n'est-ce pas? Chacun va être soi-même. Or, il me semble qu'être soi-même, c'est précisément
ça commence lorsque je suis au plus près de ma singularité, y compris dans la communauté où je serais censé m'inscrire, quoi. Alors, il y avait une boutade de Deleuze comme ça, que j'aimais bien, j'ai dit, mais les gens du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, puisque Deleuze a côtoyé un peu ces gens-là à un moment, gens pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs. Enfin, le phare, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, proclamé comme ça, comme un moment d'affirmation de leur identité, très bien, le fait qu'ils soient homosexuels, et Deleuze disait, mais comment ils le savent? Est-ce qu'ils sont sûrs? Et ben voilà, moi au fond, quoi, enfin, bon, moi je sais bien, d'accord, si je pratique telle ou telle chose sexuellement, je peux mettre mon fanion, quoi, sur ma voiture, mais c'est plus compliqué que ça, ou c'est autre chose que ça. L'identité, c'est autre chose que ça. La liberté, ça peut pas être à terme l'identité. Voilà, l'identité fixe. Du coup, d'ailleurs, pour en revenir à votre première question, Ovide et les métamorphoses, alors, faut pas que je dise trop de bêtises quand même. Alors, je vais dire que dans Ovide, les êtres se transforment. On présente la métamorphose comme, mettons, voilà, vous avez une jeune femme, elle court, Apollon derrière elle, Daphné, laurier. C'est-à-dire qu'elle devient... Mais moi, je remarque une des plus grandes sculptures sur Apollon et Daphné, qui est une des œuvres que vous connaissez, je pense aussi, pour avoir habité à Rome, qui est dans la pièce du fond de la Villa Borghese à Rome, s'appelle Apollon et Daphné du Bernin, et que précisément le Bernin, donc un artiste, a saisi le moment où Daphné est à la fois dans un devenir laurier, n'est plus tout à fait une jeune fille, mais n'est pas encore un laurier. Quand elle sera laurier, elle n'aura plus de conscience, elle ne m'intéresse pas. Quand elle est que jeune fille, elle appartient à une catégorie qui ne m'intéresse pas. Et bien moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse les artistes, j'imagine, c'est le devenir. Voilà. Et le devenir, alors j'ai dû être marqué par Deleuze là-dessus aussi, mais le devenir, il ne devient rien. C'est les devenirs qui m'intéressent, quoi. Voilà, donc quelqu'un qui me dirait je suis, l'être hétérosexuel ne m'intéresse pas, les devenirs hétérosexuels tant qu'on veut, les devenir homosexuels tant qu'on veut, mais cette espèce d'essentialisation trop fixe me fatigue et ne me paraît pas un bon symptôme, quoi. Voilà. Donc, enfin, mes romans d'ailleurs parlent jamais d'actualité directement, quoique celui-là plus que d'autres. Mais quand même, je suppose qu'ils... Enfin, ils ne peuvent pas en parler directement, parce que moi, je ne veux pas faire des discussions de ce sujet de société dans mes romans. Mais je pense qu'ils répondent à ça. Et j'espère faire des livres d'émancipation. Et en tout cas, moi, ils me servent à ça. Et donc, s'il y en a qu'un, c'est déjà bien. Après, moi, ça me sert à ça, vraiment. Ça me sert à... Et donc, et c'est pour ça que je n'ai pas ni mérite ni défaut à faire des livres toujours différents. C'est que, évidemment, quand j'en ai fait un, il m'a changé. Alors, je suis obligé de... Enfin, je ne peux pas refaire le même. Enfin, il y a des gens très bien, et encore une fois, qui... Vous ne pouvez plus le refaire, puisque vous avez changé. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'espère... Enfin, mais je crois que là, pour une fois, il y a une espèce de continuité entre ce qu'on est comme lecteur et ce qu'on est comme écrivain. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pris la littérature très, très au sérieux, finalement. Et donc, j'ai toujours été changé par des livres ou par des... Ça m'a toujours paru quelque chose de très pragmatique et pas du tout littéraire. J'ai toujours lu les livres comme des affineurs de perception ou de vie. Et pas comme, je sais pas, le style, ça me parle pas, par exemple. Le style ne vous parle pas? Non, c'est une notion que je comprends pas. Mais non, mais... Pourtant, la plupart de vos lecteurs diraient que vous avez du style. Ouais,
c'est très gentil. Je vous ai lu un peu attentivement et il y a plein de phrases qu'on reconnaît de votre sceau. Enfin, c'est plein de phrases, de manières. Oui, mais c'est parce que, à mon avis, alors on peut dire autrement, c'est parce qu'un style, ça répond à un type de problème. Et donc, moi, je me suis jamais... Alors, je peux le dire autrement. Je me suis mis à écrire très tard dans ma vie, et avant, j'essayais d'écrire. Je voulais écrire, et donc je m'asseyais et j'essayais de faire des phrases bien. Voilà, donc j'essayais d'avoir un style. Et en fait, Et alors c'est terrible de faire ça, parce qu'évidemment, dès que vous écrivez une phrase, il y a quelque chose de terrible dans l'écriture qui est que quand on commence, c'est vraiment inepte ce qu'on fait. Il y a un sentiment d'imbécilité très très grand. Ce qui est normal, parce qu'il y a Shakespeare, Corneille, Racine, Milton, Hugo, et puis vous prenez un stylo, un ordinateur, vous ouvrez un document, vous commencez à écrire, c'est quand même ridicule, quoi. Et donc, je m'arrêtais au bout de 2 phrases, écrasé par la bêtise de ce que j'écrivais. Et c'est pas qu'après je me suis mis à aimer ce que j'écrivais, mais j'ai oublié cette question du style pour m'occuper de problèmes qui m'intéressaient. Voilà. Je fais pas de choix. C'est pas conscient, quoi. J'ai écrit souvent des romans au présent, me semble-t-il, mais je me suis pas levé un matin en me disant tiens, c'est curieux. Hein. Il faut que ça réponde. Voilà. Pour moi, il faut que ça réponde à un problème existentiel ou à un problème vital pour moi. Et j'espère pour d'autres. Et donc, à partir de là, je trouve que le style, on peut en avoir un, mais on ne peut pas le programmer, quoi. C'est ça que je veux dire. Il me semble. Je crois que Barthes disait que le style, c'était ce qui se passait au moment où l'intimité de celui qui écrit trouve le moyen propre de dire ce qu'il veut dire. Et que le style était une affaire de moment. Oui, peut-être. Mais c'est pas un vouloir dire, quoi. Je sais pas, c'est compliqué d'expliquer ça, mais du coup c'est devenu, en tout cas, c'est devenu très agréable d'écrire pour moi, parce que précisément c'est un travail d'exploration d'impossible. Enfin voilà, ça devient assez... oui, c'est une grande joie. C'est bête de dire ça, mais ça compte. Vous parliez tout à l'heure de l'érotisme comme une science par définition personnelle. Je ne sais plus exactement les mots que vous avez. Individuel. Individuel, oui. Ouais, Et on voit se développer, entre autres, par le biais de son rapport à l'amour qu'il porte, enfin, en tout cas, au plaisir que Vincent peut trouver avec les hommes, avec les femmes. On le voit grandement se développer par ce biais-là, par l'érotisme, par l'érotique plus exactement. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de candeur dans sa jeunesse chez Vincent qui lui fait penser que tout le monde est comme lui. Que tout le monde a cette candeur, que tout le monde peut être attiré par les garçons, par les femmes, que tout le monde doit pouvoir célébrer le plaisir, doit pouvoir célébrer la vie en prenant du plaisir, et que finalement, quand on va le voir évoluer et s'affliger, et votre description des années 80 à ce sujet-là est d'une pertinence et d'une précision magnifique, de s'affliger justement de ces biais identitaires, on dirait maintenant communautaristes, il est navré finalement de ne pas appartenir à une communauté qui n'aurait d'autre communauté que celle de ne pas être une communauté. Il y a une espèce de candeur déçue chez lui qui ne tombera jamais dans l'aigreur. Ben, en fait, là,
j'ai voulu faire... Alors, le titre du roman est évidemment un peu absurde. Histoire d'amour, c'est quand même bizarre, mais il faut le prendre au sens propre. J'ai voulu faire une contribution à l'histoire de l'amour en Occident sur une période précise, dans des catégories, je dirais, à peu près précises. Et je pense qu'il y a eu un moment de grâce érotique qui correspond à le moment où les mouvements de libération atteignent une vitesse de libération, si je peux dire, pour prendre une image empruntée plutôt à la balistique des vaisseaux spatiaux. Et on a atteint une vitesse de libération, et je suis extrêmement frappé, comme tout le monde, je pense, de voir que le corps social s'est défendu contre cette libération par le sida. Je pense que le sida est venu à un moment, mais enfin, il y a des auteurs qui ont parlé de ça, Guillaume Dustan, je pense, des gens comme ça. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais je pense que même Foucault avait éclaté de rire quand Hervé Guibert lui avait expliqué qu'il y aurait peut-être un cancer gay quelque part. Et Foucault avait éclaté de rire, était tombé du canapé tellement ça le faisait rire. Je lui avais dit, c'est quand même incroyable, quand les homosexuels se sont quand même fait réprimer lourdement pendant toute une partie de l'histoire. Et au moment où l'homosexualité invente des formes de sociabilité nouvelles, avec un certain libertinage, effectivement, etc., la maladie a tué les gens qui pratiquaient ça, à commencer par Foucault, à commencer par Guillaume Dustan, à commencer par Hervé Guibert, à commencer par l'ensemble des gens moins connus, enfin anonymes, disons, comme on dit. Et que ça, c'est quand même très, très frappant. Et moi, je suis né donc en 64, donc je dirais que et je fréquentais jeune des gens très vieux par rapport à mon âge. Et je pense que j'ai grandi avec l'espèce de côté un peu libertaire de ces gens-là, avant que le sida tombe sur la tête des gens. Et comme par hasard d'ailleurs, enfin, vous savez, la chose horrible dans cette histoire du sida et de l'homosexualité masculine notamment, c'est qu'un des éléments qui a permis l'intégration des homosexuels dans la société française, c'est qu'ils ont subi cette maladie. C'est-à-dire qu'ils ont été transformés en victimes de quelque chose de terrible, et que ça a fait un changement des mentalités et des attitudes par rapport aux homosexuels qui était... Mais en même temps, je suis bien obligé de constater qu'il y a un livre d'Alain... Il y a un monsieur qui s'appelle Alain Naz, qui est philosophe, qui a fait un livre qui doit s'appeler... Bref, non, je ne sais plus comment il s'appelle, sur la question gay, où il dit ce qui se passe maintenant, c'est que comment dirais-je, la tolérance nouvelle à l'égard des gays porte sur des gays qui acceptent des formes sociales extrêmement stéréotypées, c'est-à-dire le gay petit bourgeois qui s'intègre, qui veut des enfants, qui veut pouvoir faire un plan épargne logement, qui veut... Alors, c'est pas du tout les mêmes homosexuels que ceux des années 70. Donc, l'homosexualité, en se gentrifiant, en se banalisant, produit des devenirs petits bourgeois qui sont pas du tout dans l'ordre de la liberté, voilà, il me semble. C'est un peu... Et que, oui, mais je pense que je pense aussi qu'il y a de liberté que dans une certaine solitude, qui est l'étude de sa propre singularité. Pas de façon narcissique et tout, enfin, ça n'a rien à voir avec cette espèce de façon de se présenter, de porter en sautoir son identité au tout moment, qu'on nous propose sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment ça la liberté. C'est une façon de... Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais sur l'érotique, je pense que l'érotique se porte assez mal actuellement. Je ne sais pas, moi, le succès incroyable de... Après tout, le mot qui est le plus tapé sur Internet, c'est sexe, paraît-il.
Et le succès des sites pornographiques, par exemple, me paraît être le contraire de ce dont je parle. Ce qu'on appelle libertinage maintenant, enfin, les sites internet type YouPorn, etc., qui sont des structures d'ailleurs très étranges, extrêmement opaques, dont le siège social est au Luxembourg, les banques dans les îles Caïmans. Tout ça, pour moi, c'est de la fausse liberté, c'est de la standardisation des rapports sexuels, etc. Et je pense que voilà, cette espèce de pornographisation des choses n'a rien à voir avec les multiplicités, au contraire. Et ça marche, hein, je veux dire, oui, ça marche. Il n'y a pas que ça qui marche, puisqu'il y a une des personnages du livre, Alice, qui est une plasticienne, qui, en restant dans ce domaine de l'exploration de la sexualité, non pas en tant qu'enchaînement de gestes, de pratiques, etc., mais en interrogeant le désir, arrive à produire une œuvre qui a l'air que vous décrivez comme, enfin, qui est décrite dans le livre comme une belle œuvre, quelque chose où on arriverait encore à faire quelque chose du désir de nos jours et de quelque chose de neuf. Si on va par là, l'art contemporain. Bon, et les femmes dans l'art contemporain. Moi, je le dirai même pas en public, là, on est entre amis, je peux le dire, hein, mais j'irai pas l'écrire, par exemple, parce que je suis effaré par la production dite art contemporain des femmes dites féministes. Bon, je sais pas, l'autre jour, je repasse à Tours, à Indre-et-Loire, il y a un musée d'art moderne. Il y a une dame qui fait une exposition d'œuvres personnelles. Elle est présentée comme féministe et cette œuvre comprend 2 parties. Je ne la nommerai pas, j'ai oublié son nom, donc c'est bien. Il y a une première partie qui est une installation qui contient à peu près 300-400 pots de fleurs avec des cactés dedans et des petits systèmes d'arrosage. Et puis, des œuvres au crochet. Je mettrais ça dans un roman, les gens se marreraient, quoi. Des œuvres au crochet qui comprennent elles-mêmes 2 sortes d'œuvres, des portraits de Simone de Beauvoir, d'Angela Davis et tout ça au crochet, et des images pornographiques faites au crochet avec des fils assez longs pour que ça change la scène. Et on me dit c'est féministe. Et là je me dis mais enfin quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel les artistes dites féministes sont censés faire des ouvrages de dames? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, des fleurs? Du tricot? Bah, moi, j'aime pas beaucoup Annette Messager, hein, par exemple, mais bon, c'est personnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que les artistes femmes contemporains, c'est le piège fameux de la cinéaste femme, comment se fait-il qu'une artiste femme, on lui demande toujours de s'occuper de la question féminine? Comme si elle devait absolument. Enfin voilà, alors il y a des gens qui s'en tirent bien. Céline Sciamma, elle s'en tire bien. Elle fait des films féminins, féministes, intéressants, très bien. Mais enfin, comment se fait-il que l'on est obligé de s'exprimer uniquement sur ces questions-là? Et malheureusement, le personnage que j'ai inventé dans mon roman, je n'en connais pas d'équivalent dans la réalité. Et je l'ai écrit en désespoir de cause. Partout où je vais dans le monde, il y a des femmes qui font des trucs de femmes. La même faisait de la sculpture en papier alu, quoi. Hein, comme geste de rébellion, parce qu'elle était dans sa cuisine. Mais enfin, non, quoi. C'est ça la liberté. Enfin, je sais pas. Vous voyez? Mais je pourrais dire ça de toutes les minorités. Comment se fait-il que si vous êtes... je ne sais pas, si vous êtes issu d'immigration, comment dire, vous êtes obligé de prendre des positions uniquement sur ces questions-là. C'est un piège. C'est un piège. Alors, je peux citer des artistes qui ne font pas ça. Il y a une cinéaste américaine qui s'appelle Catherine Bigelow, qui fait des films dans lesquels il y a des personnages féminins. De façon très intelligente, elle fait quelque chose de féministe, mais pas enfermée dans l'idée. Elle ne se sent pas. Et elle dit dans les interviews, la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé d'être cinéaste, c'est de ne tenir aucun compte de ce qu'on me disait que je devais faire en tant que femme. Parce que le champ social me demande d'être une femme à tout moment. Résultat, Catherine Bigelow a fait un film de vampire, voilà. Et puis elle a fait un film de guerre pour lequel elle a eu l'Oscar. C'est la seule femme qui a eu l'Oscar. Devant son ex-mari, James Cameron. Formidable. Cameron, qui est un type très bien d'ailleurs, qui était très content.
Il a raté l'Oscar avec Avatar contre Bigelow. Tiens, mais justement, il y a Avatar donc, dans le livre. Ah bah Avatar, c'est la niaiserie absolue. C'est le symbole de l'affadissement pour vous, Avatar. Avatar, c'est consternant parce que il y a plein de raisons. Un jour, Avatar, d'abord, à un moment, j'avais formé le projet de calculer, mais je pense que c'est le film le plus polluant de l'histoire du cinéma. Vous avez déjà réfléchi à ça pour faire un film comme Avatar? Non. Alors, ils vendent du. Voilà. Bon, il y a plein de choses à dire. Comment dire, la sexualité dans Avatar. Enfin, on pourrait ouvrir un dossier là-dessus. Le désir comme connexion générale au grand arbre féminin de la vie. Enfin, c'est le faux féminisme complet, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a un centaure là-dedans, c'est pas rien. Hein. Plus d'un même. Oui, enfin voilà, c'est de la colonisation de l'imaginaire avec du virtuel, quoi. Et par rapport Avatar, c'est aussi la description, la tentative de description, tentative ratée. Hein, il n'y a pas de souci d'un écosystème. Et il y a énormément d'animaux dans votre livre. Parce que ça paraît logique, puisqu'il y a Ovide qui est très présent. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose dans la fonction du personnage animal, sans vouloir revenir au livre précédent, Le Lion Personne. L'animal a une place à part encore dans votre œuvre. Il est là, je n'ai pas exactement très bien saisi pourquoi, mais je sais qu'il a quelque chose de capital dans le livre. La présence des animaux est trop nombreuse et n'est pas uniquement liée à Ovide, j'ai l'impression. Ah non, mais peut-être parce que l'animal représente, enfin, il représente rien pour moi, voilà. Contrairement à beaucoup de gens, il représente pas, il présente. Et je pense qu'il affirme la présence de quelque chose d'animal que nous partageons avec l'animal, d'une espèce de présence irréductible à des discours sûrs. Alors là encore, on peut ouvrir le dossier, mais le nombre de discours débiles sur les animaux qu'on entend aujourd'hui, c'est consternant, qui sont de l'identification projective, c'est-à-dire... qu'est-ce que j'ai montré? J'ai des étudiants de cinéma, donc je leur ai montré quoi l'autre jour, je ne sais plus, une scène grande... Ah oui, la règle du jeu de Jean Renoir, il y a une scène où il y a une chasse dans Sologne en 1938, quoi. Donc vous imaginez un peu, c'est une boucherie, bon j'en connais et tout. Et eux, la seule chose qu'ils voient là-dedans, c'est « Ah, monsieur, les animaux, mais on les a vraiment tués. C'est pas des trucages, le petit lapin qui bouge sa petite queue, là, tout ça. » À quoi je leur réponds systématiquement, mais faites preuve d'un peu de sens historique, tout de même. Enfin, 38, c'est pas maintenant. Arrêtez de vous retourner vers le passé et comme ça, de juger le monde entier géographiquement, historiquement, à l'aune de vos petites valeurs actuelles, puisque sinon vous vous condamnez à rien comprendre, à rien. Voilà. Et alors, si je reviens sur l'animal, proprement dit, moi, les trois quarts des discours sur les animaux que j'entends maintenant me paraissent d'un impérialisme anthropocentrique aussi grand que les conneries qu'on racontait au XIXe siècle. Simplement, ce pas les mêmes, quoi. Mais, or, ce qui m'intéresse dans l'animal, c'est que l'animal, pour moi, c'est l'irréductible, quoi. C'est vraiment, je ne sais pas. Et j'ai essayé de faire un roman, nécessairement raté, puisque je pense que c'est impossible à faire. J'ai essayé de faire un roman dans lequel il y avait un lion, effectivement, un lion qui parlait pas, quoi. C'était pas Simba, quoi. Voilà. C'était pas Disney. C'était pas. Eh bien, on ne peut pas, évidemment, parce qu'on ne peut que figurer. Voilà. Alors, prêter comme ça, prêter une sensiblerie aux animaux, je ne dis pas une sensibilité, hein, prêter une sensiblerie à un animal, se montrer tellement généreux, tellement beau, tellement sensible, en disant qu'on défend les animaux, qu'on ne va pas en manger, tout ça. Très bien. Ça me paraît complètement idéologique, quoi. Enfin, et les animaux, dans mes romans, il y a même un... Ouais, j'ai même mis un Bernard l'Ermite à la fin d'un roman, moi. Parce que, alors, en plus, évidemment, nos amis, voilà, nos amis les amis des animaux,
comme par hasard, ils ont des animaux préférés, quoi. C'est des pluches. Ben, mes élèves, vous leur dites que vous écrasez, je ne sais pas moi, des phasmes, ils s'en foutent. Ben, des bigorneaux, alors là, elle sort du bigorneau, de l'huître, ils s'en foutent. Mais alors le petit caneton, le petit chat, le petit veau, tout ça, alors là, ça pleure dans les chaumières, quoi. Moi, je veux bien, mais bon, c'est quand même... En même temps, Stéphane, désolé, mais dans les nuages, dans la théorie des nuages, il y a quand même la scène avec la femelle orang-outan. Oui, mais la scène avec la... Ouais, d'accord. Celle-là, si elle n'est pas faite... Enfin, non, elle n'est pas faite non, faire non. pleurer dans les ménages, mais elle a fait pleurer tous les gens qui l'ont vu, qui l'ont lu. Mais, alors, de mémoire, parce que heureusement, je ne lis pas mes livres, mais de mémoire, c'est précisément parce que le regard de l'orang-outan traverse la personne qui l'est troublée. Et c'est pas dans une espèce d'effusion. Ah, mon ancêtre, t'es sur une autre branche de l'ADN. Enfin, non. C'est aussi la stupidité. Non, je suis désolé, je me souviens très très bien de ce truc-là. L'orang-outan, il est là pour précisément comme non autre, quoi. C'est pas mon prochain l'orang-outan. Voilà. Alors, l'argument le plus débile qu'on nous donne d'ailleurs actuellement, où on serait censé tous se fondre dans le même génome, les gens vous disent oui, le chimpanzé, 95%, 98% de son ADN est le même que le nôtre. Argument que tous les gens vous servent comme si c'était une preuve de quoi? Où elle est la civilisation chimpanzé? Où sont les études des chimpanzés sur nous? Il n'y en a pas. Mais c'est complètement stupide de demander aux chimpanzés, comme si c'était... Vous voyez, on croit faire plaisir on croit leur faire beaucoup d'honneur à ces pauvres chimpanzés, à ces panidés, tout ça, en disant qu'ils ont 95%. Parce qu'évidemment, hein, c'est eux qui ont 95%. Enfin, nous avons... Oui. Hein, c'est notre ADN. Voilà. Donc si c'est pas de la projection, enfin, voilà. Et ça ne rend pas compte du tout de... Comment dirais-je? De l'altérité de l'animal. Et donc là maintenant, on est passé d'un mépris pour l'animal à une espèce de fétichisation dans lequel l'animal est escamoté pour moi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas, ça va pas cette affaire-là. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Mais bon, je sais pas. Voilà, c'est pas un sujet. Et puis, je suis contradictoire comme tout le monde. Hein. Pour l'histoire d'une personne, j'ai reçu un prix qui m'a bien fait rire. Il y a le prix 30 millions d'amis. C'est un prix... Je suis allé chercher et tout. J'espérais qu'il y aurait le chien, tout ça. Mais... Alors, il est mort depuis longtemps. En fait. Il y avait une chienne qui descendait de... Il y avait la veuve de Jean-Pierre Hutin. C'était formidable. Et ce prix était marrant parce qu'on m'a donné 5 000 euros, mais pour que je le donne à une association qui défend les animaux. Voilà. Alors, je l'ai donné à L214, mouvement dans lequel je ne suis pas d'accord, mais dont je trouve le travail social intéressant. Voilà. C'est pas... Parce que L214, il faut faire attention. Hein. Les vidéos ont l'air très sympathiques, tout ça, il faut lire les textes au-delà de la page 1 de leur site internet pour comprendre ce que ces gens veulent. C'est édifiant. Ces gens sont complètement... Mais là encore, c'est pas les animaux, ils s'en foutent, quoi. Enfin, c'est pas ça leur but. Les L214 est efficace pour lutter contre les problèmes que l'on connaît très bien, mais il faut bien voir que leur but n'est pas vraiment l'animal, mais il y a un projet société qui est anti-humain en revanche. Voilà, bon, enfin bref. J'ajoute que je pense que la sexualité a plein d'avantages, mais plein de charme. Mais une des choses intéressantes philosophiquement dans l'acte amoureux, c'est précisément de ce qui demeure animal en nous. La jouissance, c'est le non-verbal, c'est l'averbal, c'est
la perte de contrôle et par quoi les individus, si civilisés soient-ils, sont encore... Voilà, donc là, moi, si j'avais à fonder une écologie, je passerais par là plutôt que de passer par des sentiments, etc. Donc ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse dans le corps, c'est aussi, au-delà de l'animal, tout ce que... Enfin, je pense que dans la théorie des nuages, il y avait toute une théorie, justement, du corps féminin ou du corps amoureux, comme corps qui me met en contact avec les éléments, avec l'eau, avec le minéral, avec... c'est une érotique non humaine que je trouve... voilà. Et je trouve que là, oui... Alors c'est peut-être pour ça que la jouissance, ça embête autant de monde, quoi. C'est que précisément là, on ne peut pas savoir. Et pourquoi, pour rester dans un champ très voisin, j'entends tout ce que vous dites sur le côté animal de la sexualité, sur le côté averbal, et en même temps, pourquoi cette fascination répétée, marquée de beaucoup des personnages de vos livres pour le sexe, mais pas le sexe et l'activité sexuelle, je veux dire les organes génitaux. Alors la plasticienne qui filme des pénis s'érigeant, les personnages, plusieurs personnages masculins rencontrant la grâce de la vulve. Enfin, il y a une fascination pour l'organe qui traverse énormément de vos personnages, qui pour le coup n'est pas quelque chose d'animal. On n'imagine pas Mais parce que c'est un espace de transition. J'ai failli faire un livre sur les muqueuses, et puis bon, voilà. On peut pas tout faire. Hein. Je sais pas, c'est compliqué. Mais les muqueuses, quand vous y réfléchissez un petit peu, réfléchissez un petit peu muqueuses, on n'en parle pas assez. On en voit plein, mais les gens sur Internet, il y en a tant qu'on veut, mais il n'y a pas de site qui vraiment réfléchit à la question. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord ça, enfin, je sais pas, ça correspond à des goûts personnels, bon, mais ça, c'est pas très intéressant. J'aime bien les sexes, moi, je trouve ça vraiment formidable. Étonnant. Deuxièmement, une muqueuse, c'est un espace transitionnel entre un dedans et un dehors. C'est très curieux, parce que le sexe féminin est à la fois extérieur et intérieur, et que, voilà, il y a quelque chose de presque impensable. Voilà. Après, je pourrais dire aussi, c'est des plis. Alors moi, les plis, ça m'a toujours plu. Mais c'est un problème mathématique bien connu. Vous savez, Benoît Mandelbrot, le mathématicien, le célèbre mathématicien, est célèbre pour avoir fait un article qui s'appelle « Quelle est la longueur des côtes de Bretagne ?» Et vous connaissez le problème, c'est que, évidemment, quand on fait une carte du déchiquetage particulier de la Bretagne, où je passe toutes mes vacances, autour de muqueuses, enfin, etc. Et donc, quand vous faites une carte de la Bretagne, évidemment, c'est par approximation que vous considérez que ceci est une... Mais si vous commencez à descendre plus bas dans l'échelle et à faire un tracé plus minutieux de chaque rocher, il y aura toujours un moment où vous pouvez aussi tracer plus minutieusement encore chaque anfractuosité de la roche. Autrement dit, Mandelbrot trouve un infini dans le fini. Alors, c'est lié à ce qu'on appelle les fractales, c'est lié à comment ? Oui, à la théorie du chaos, etc., qui d'ailleurs joue un rôle dans la prévision météorologique moderne, comme je l'ai raconté dans mon premier roman. Et donc, là, voilà, il y a un infini dans le fini, et ça me fascine, parce que je ne suis absolument pas religieux, et que j'aime ces objets délicats comme des bijoux, les muqueuses, je trouve ça très beau, je suis désolé. Voilà, je n'en démords pas. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore ? Il y a autre chose, mais je voulais écrire aussi là-dessus, mais je ne sais pas si je l'ai fait, en fait, finalement, bien. Mais je ferai un texte un jour sur l'équivalence complète entre le sexe masculin et le sexe féminin du point de vue embryologique. C'est-à-dire que vous pouvez faire une correspondance terme. Parce qu'évidemment, on est dans une époque qui veut absolument la guerre des sexes. Et bon, on peut faire une correspondance, hein, vous savez, physique, physiologique, entre
entre les grandes lèvres et les bourses, entre le gland et le clitoris, etc., qu'en fait c'est la même chose. Il n'y a pas de différence sexuelle en tant que... Faites un effort d'imagination. À bien y regarder, je ne sais pas, mais d'ailleurs, dans l'embryon, c'est vrai ce que je dis là, c'est qu'il y a une divergence qui se fait, si j'ose dire, entre, finalement, un chromosome, un élément près, ça prend cette forme féminine ou cette forme masculine, mais sur un fond qui est commun. Et il y a cette... Je sais pas, oui, ça me fascine. Et les nuages, évidemment, me fascinent pour les mêmes raisons, de leur infinité, de leur constante... c'est pareil, hein, calculer la surface d'un nuage. Enfin, voilà. Mais voilà, ça s'étend aux brocolis chez moi. J'aime beaucoup les brocolis pour les mêmes raisons, qui est un cas fractal bien connu. Enfin, je ne fais pas la même chose avec les brocolis quand même. Voilà. Est-ce que la prégnance des incendies, des fumées d'incendie, des nuages de cendres qui arrivent à plein d'époques différentes dans le livre, c'est de la même chose? C'est des Ah non, mais ça c'est ça c'est parce que la forêt brûle, comme disait l'autre. Il disait pas ça d'ailleurs, il disait la maison, mais bon. Non, c'est parce qu'on a tout brûlé, quoi. On est en train de tout brûler. C'est vraiment... On brûle les forêts, alors il ne faudra pas s'étonner si on n'a plus de comptes, quoi. Voilà. Si on n'a plus de contes, de récits, l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une écologie dans laquelle il y avait des forêts, il y avait des endroits inexplorables, il y avait Alors tout est lié, hein, pour moi, évidemment, parce que je pourrais très facilement passer de l'origine du monde de Courbet, qui est un portrait d'un sexe féminin, à un paysage. Mais il n'y a pas que moi. Je veux dire, vous savez que Courbet a peint, tout le monde connaît ce tableau, n'est-ce pas? Une femme qui a les jambes ouvertes. Alors, bon, aveuglés par l'obscénité du tableau, les gens s'aperçoivent pas que, en fait, Courbet a déjà fait ça avec la rivière Lalou. Il a montré la source de Lalou. Il y a 2 rochers comme ça. Il y a un buisson. Et il y a un trou, quoi. Il y a de l'eau. C'est-à-dire entre la source de Lalou et le sexe féminin, il y a une espèce d'équivalence que Courbet a senti. Et il n'y a pas que lui, puisque Lacan, le psychanalyste, qui possédait le tableau L'origine du monde, a fait faire par son beau-frère, André Masson, le peintre surréaliste, un cache, parce qu'il avait ça dans son salon, on ne peut pas montrer ça aux premières communions, bon, tout ça. Donc il avait un cache coulissant, et le cache coulissant se contentait de reprendre par trait faites l'expérience avec un calque, l'origine du monde, c'est pas compliqué. Si vous dégagez au trait la forme générale de l'origine du monde, vous avez une rivière avec... Et donc il a mis un paysage de neige. En plus, ça, c'est évidemment, ils sont amusés à... le froid, le chaud, tout ça, enfin bon, on s'amuse comme on peut. C'est très beau, hein, le coffre que Masson... On trouve ça sur Internet en 30 secondes. Le coffre que Masson a fait, le cache que Masson a fait pour... Mais je pense que il y a une volonté chez moi de liaison, de maintenir la liaison entre tous les éléments du monde, là où on voudrait nous proposer des séparations, des distinctions problématiques. Et oui, enfin, je sais pas, cette histoire d'incendie de forêt, là, c'est... Pas que de forêt, parce qu'en fait, pas que de forêt, parce qu'il y a une autre image, c'est les bûchers de Savonarola, parce qu'une des vies de Vincent se déroule à la Renaissance à Florence. Donc il y a aussi les bûchers un de ces incendies, ce sont les bûchers que Savonarola fait faire pour brûler tous les objets qui sont... oui, la différence, le fameux bûcher des vanités, hein, voilà, vous connaissez cette chose, Savonarola, donc dictature religieuse sur Florence à la fin de la Renaissance. Il demande à tout le monde de lui fournir des statues, des tableaux, etc. Il fait un gros tas de ça et il met le feu. Et il y a des grands peintres qui lui ont donné des choses, dont Botticelli. Et les statues en marbre, je ne sais pas si vous savez, mais ça brûle. Donc quand on met ça au feu, c'est terrifiant. Oui. On peut faire du plâtre du coup avec. À la fin de l'Antiquité, pour avoir du plâtre, les mecs à Rome brûlaient
Il y avait des fours à statues, enfin, pour récupérer le... Ben oui, tout ça n'est pas éternel, quoi. Et l'incendie, moi, je sais pas, il y a quelques années, dans les grands incendies de Grèce, là, l'Olympe a brûlé. Ben voilà, il suffit de regarder BFM pour tout comprendre, quoi. L'Olympe a brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, hein, c'est une désertification, l'érosion des sols, la poussière, quoi, toute cette fumée. Alors après, il y a les volcans aussi, il y a tout ça. Il y a les camps, bien sûr. Il y a les camps d'extermination. Il y a toute cette poussière. C'est un très beau thème dans le cinéma de Christopher Nolan. Je ne sais pas si vous avez vu Interstellar, par exemple. Alors, Interstellar, c'est un film de science-fiction de Christopher Nolan, dans lequel, au début, on vous explique qu'il y a des grandes tempêtes de poussière qui recouvrent toutes les... Et on est obligé de partir de cette planète, parce qu'il y a trop de poussière. Voilà. Il y a des incendies dans ce film. Le début est très très bien. Ouais, c'est chouette. Hein. Le début, ouais. Et c'est vrai, le Dust Bowl, c'est arrivé dans les années 30 aux États-Unis. C'est la première grande catastrophe écologique américaine. On a déboisé, enfin, le truc habituel. Vous déboisez les collines, de l'érosion, donc pluie torrentielle, tout le sol au sens géologique part dans les... Et après, ça sèche, tout ça. Et puis alors après, le vent se lève. Et pendant les années 30, les gens ont fui les... Et d'ailleurs, les images d'archives qu'on voit dans Interstellar sont d'un vrai documentaire de Ken Burns. Enfin, bon, bref. Et ouais, il y a cette espèce d'horrible... les forêts de l'imaginaire brûlent. Moi, j'ai fait une préface, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois, à un bouquin de street art, qui n'était pas ma tasse de thé, pas forcément, quoi, mais c'était sur le bestiaire animal du street art. Les mecs qui font des graphes, etc. Pas les mecs qui mettent leur nom, là. Que c'est fatigant. Les rappeurs qui écrivent leur nom partout, c'est vraiment la connerie incarnée, quoi. Mais je parle des gens qui font des œuvres avec des animaux, etc. Et je me disais, enfin, j'ai écrit un texte là-dessus, en fait, sur le fait que c'est une façon d'essayer de coloniser, notamment des friches urbaines, des choses comme ça, de repeupler, de trouver des animaux. Alors d'ailleurs, ils sont horribles, souvent, c'est ça qui est terrible. Trouver des animaux qui arrivent à survivre dans la jungle urbaine. Enfin, de remettre... Il y a des belles œuvres de street art. Hein. Moi, j'avoue, je connaissais mal et j'étais favorablement impressionné quand j'ai bossé là-dessus. Je suis désolé, il y a des trains à prendre, oui, sûrement. Tout un tas et des avions à prendre. Des avions même. Hein. Tout un tas de choses à boucler. S'il y a une dernière question? Ou une remarque. Sinon... Bon, ben, il me reste à vous remercier. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Le livre de Stéphane Audegui est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 28 février 2020 à la librairie Ombre Blanche. Stéphane Audegui a fait paraître son premier roman en 2005 aux éditions Gallimard, La théorie des nuages, puis Fils unique en 2008, Nous autres en 2009 et Roma en 2011.